à cette deuxième webconférence de notre programme Septembre Turquoise que nous réalisons avec mon réseau Cancer Gynéco. Merci parce que vous êtes de plus en plus nombreuses et peut-être nombreux à nous écouter sur ce programme. Je vais passer directement à nos intervenants qui nous ont fait l'honneur d'être là ce soir. Donc nous allons commencer par le professeur Louis. Bonjour professeur Louis, donc vous êtes chirurgien et vous êtes chef de service de chirurgie gynécologique à Gustave Roussy. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir et vous allez donc nous parler des innovations en chirurgie. Ensuite, le docteur Potier. Bonsoir docteur Potier, donc vous êtes cancérologue médical et vous êtes donc responsable du comité multidisciplinaire gynécologique au sein de Gustave Roussy. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Et enfin, nous terminerons par Armelle. Armelle, qui est une patiente de mon réseau Cancer Gynéco. Et à l'image de Corinne que nous avons eue mardi à la première webconférence, Armelle est hyper active et hyper engagée. Et donc, elle organise en plus de tout ce qu'elle va vous dire, une marche dans la région de la Normandie le week-end du 22-23 octobre, et donc on en reparlera avec vous. Je vais fermer mon micro et je vous souhaite une excellente webconférence. À très bientôt. Bonsoir à toutes et tous, merci Oriane. Et donc nous allons donc démarrer cette session qui porte sur les innovations. Et on trouvait très important ce soir aussi de mettre en valeur les innovations de l'ordre de la chirurgie, puisque dans les cancers gynéco, la chirurgie c'est un traitement essentiel, extrêmement important, et où là aussi les médecins cherchent à faire toujours mieux. Donc je passe tout de suite la parole au professeur Gouy donc bienvenue à tous pour cette soirée. Merci beaucoup de m'avoir invité à parler d'innovation en chirurgie gynécologique. Donc je suis ravi d'être parmi vous. Alors j'ai forcément été obligé de faire des choix parce que bien sûr sur le temps qui m'est imparti, il était impossible de parler de tous les cancers gynécologiques. Donc j'ai volontairement pris 3 options qui me semblaient importantes avec vraiment qu'on allait voir des innovations récentes dans 3 domaines particuliers. Alors globalement, pour essayer de faire simple et synthétique, depuis déjà de nombreuses années en chirurgie, on essaye à la fois de faire ce qu'on appelle une désescalade chirurgicale, c'est-à-dire de le faire aussi bien mais en réduisant la morbidité, c'est-à-dire que quelque part on essaie de faire en sorte que la chirurgie ait moins d'impact pour les patientes en termes de récupération et en termes de séquelles éventuelles, et on essaye bien sûr de faire ça en ayant la même garantie oncologique, c'est-à-dire que le pronostic n'est pas différent qu'on fasse les nouvelles technologies ou qu'on utilise les plus anciennes qui étaient plus morbides. Et on essaye parallèlement à ça, dès qu'on a des patientes jeunes, alors on entend par jeunes, même si on peut en discuter bien sûr, mais globalement moins de 40 ans, de pouvoir dans certains cas essayer de préserver la fertilité de ces jeunes patientes, mais en tout cas d'en discuter systématiquement les indications éventuelles. Donc pour essayer d'évoquer un petit peu ça, alors je ne sais pas pourquoi ça revient en arrière à chaque fois, je vous propose 3 thèmes particuliers dans lesquels il y a eu des innovations récentes. Donc d'abord dans le cancer du col. Alors pourquoi ce cancer du col ? Parce qu'il y a eu une présentation à l'ASCO, donc aux États-Unis cette année, une étude qui s'appelle SHAPE, qui justement visait à pouvoir proposer une désescalade pour les patientes qui avaient un petit cancer du col. Donc je vais vous expliquer un petit peu le rationnel de cette chirurgie. Donc là, on parle de patientes qui ont un cancer du col de petite taille, savoir limité à 2 cm. C'est ce que je vous ai dessiné ici en noir. Et on appelle ça le stade 1B1 de la FIGO. Donc ça correspond à la taille de la tumeur. Donc c'est une tumeur qui est vraiment limitée au col. On parle ici de patientes qui ont uniquement des histologies classiques, c'est-à-dire habituelles et essentiellement liées au papillomavirus. Et des patientes qui ont bien sûr des ganglions bel et bien négatifs. C'est-à-dire que toute chirurgie dans ce type de situation commence par une exploration ganglionnaire, et c'est uniquement quand les patientes ont l'absence de ganglions qu'on peut discuter de la suite. Et donc ce qui est intéressant, c'est que le standard pour ce type de chirurgie, c'est le dessin que vous voyez ici, c'est d'enlever les ovaires, les trompes, l'utérus, et d'enlever la petite partie qui est en jaune, qui est ici, là, qu'on appelle le paramètre. Le paramètre, c'est du tissu fibrocellulaire qui fixe le col de l'utérus,
Alors je suis désolé, mais je ne sais pas pourquoi les diapositives bougent à chaque fois, alors que je ne fais rien. Et donc c'est ce tissu fibrocellulaire qui fixe le col de l'utérus. Et lors de la chirurgie, on enlève une partie de ce paramètre. Et comme vous voyez ici, juste en jaune, ce qui glisse, qui passe juste dans le paramètre, c'est l'urtère. L'urtère, c'est le petit conduit qui conduit l'urine entre le rein et la vessie. Et cette dissection est un peu minutieuse et peut engendrer dans environ 7 à 10% des cas une morbidité sur le plan urinaire à type de fistule ou à type de difficulté à uriner suite à la chirurgie. Donc on se retrouve dans une situation où, comme toujours en chirurgie, il faut faire la balance bénéfice-risque. Et ici, c'est d'un côté le pronostic carcinologique, c'est de faire cette chirurgie dont je vous ai parlé avec l'ablation de cette petite zone qui est le paramètre. Et le corollaire de ça, c'est quoi? C'est la morbidité entre 7 à 10% sur le plan urinaire. Et on sait très bien, ça a déjà été démontré dans la littérature, que le taux d'envahissement de cette zone qui est le paramètre est très très faible dans ce type d'indication et moins de 1%. Donc on s'est depuis longtemps posé la question de savoir s'il fallait continuer à faire cette chirurgie. Et donc ALASCO cette année a présenté l'essai SHAPE qui justement a comparé des patientes qui avaient une chirurgie, comme je vous l'ai expliqué, avec l'ablation de ce paramètre qu'on appelle une radicale hystérectomie, et à des patientes qui avaient une hystérectomie simple où on n'enlevait pas ce paramètre. Avec bien sûr que le but étant de réduire la morbidité de chirurgie. Et donc les résultats qui ont été présentés cette année ont très bien montré que les deux groupes étaient comparables. Alors il y avait à peu près un taux d'envahissement ganglionnaire pelvien qui est autour de 4% dans les deux groupes. Et comme je vous l'ai dit, on commence toujours cette chirurgie avant, on commence par enlever les ganglions pour être sûr qu'il n'y ait pas d'envahissement ganglionnaire à cet endroit-là. Si c'est le cas, on peut faire la chirurgie. Si les patientes ont des ganglions envahis, bien sûr le traitement est totalement différent. Et quand on regarde les deux groupes, on se rend compte que ce soit en faisant une chirurgie radicale ou une chirurgie simple, une hystérectomie simple ou une hystérectomie radicale, le taux d'envahissement au niveau pelvien, le taux de récurrence au niveau pelvien est le même dans les deux groupes, autour de 3%. Le taux de récidive au-delà du pelvis, il est très faible, il est environ de 1% dans les deux groupes. Donc on a pu conclure suite à cette étude, puisque les survies sont identiques dans les deux groupes, que ce soit en termes de survie sans récidive ou de survie globale, qu'on peut maintenant, comme standard, ne plus faire une hystérectomie radicale, mais une hystérectomie simple. Et là, c'est vraiment quelque chose de très important pour les patients, puisque dorénavant, on va pouvoir réduire le taux de morbidité urinaire sur cette chirurgie, en faisant une chirurgie qui est safe sur le plan carcinologique. Pour finir sur le col, juste un petit mot quand même, parce que l'idéal, ce serait qu'on n'arrive pas jusqu'à arriver à ces cancers du col, et bien sûr, il faut encourager, et je profite de ce soir pour en parler de nouveau, la prévention du papillomavirus qui se fait par la vaccination. Alors comme vous savez, il faut idéalement vacciner les jeunes femmes et les jeunes hommes, les adolescents autour de 11 à 14 ans, et ça se fait avec 2 injections. Et on sait très bien que ce type de protocole permet à la fois d'être parfaitement safe, c'est-à-dire qu'il y a tout ce qu'on a pu voir paraître dans la presse ou sur les réseaux sociaux qui parlent de problèmes de toxicité ou d'événements indésirables graves avec l'HPV. Ce n'est pas du tout la réalité, puisque comme vous voyez sur la diapositive, on est actuellement à plus de 300 millions de doses distribuées et injectées. Il n'y a clairement aucun problème avec ce vaccin, et sachant que ça se fait vraiment à travers le monde. Et on a démontré clairement maintenant que ce vaccin permet de diminuer le taux de lésions précancéreuses, ça a été publié clairement chez ces patientes qui sont vaccinées donc à l'adolescence, et également de réduire le taux de cancer de l'utérus chez ces patientes. Et donc on espère que dans l'avenir, on évitera tout simplement les cancers du col de l'utérus, qui évitera d'évoquer aussi ce type de chirurgie que je vous ai évoqué juste avant. On passe maintenant au cancer de l'ovaire. Alors j'ai voulu faire un focus sur quelque chose qui me semble être vraiment majeur, c'est la chirurgie de réduction de risque. Alors qu'est-ce que c'est? Chez les patientes qui ont des mutations, et maintenant c'est très bien connu par les patientes, notamment grâce à Angelina Jolie, qui il y a quelques années avait parlé dans la presse People et avait dit clairement que ces médecins estimaient son risque de cancer du sein à 87% et de cancer de l'ovaire à 50%. Alors pourquoi ces chiffres? C'est ce que vous voyez juste à côté. Vous voyez que chez les patientes qui sont mutées BRCA1 ou BRCA2, on voit très bien qu'au début de leur vie, le risque est très très faible. Et pour les BRCA1, c'est autour de 38 ans où d'un seul coup, le risque augmente vraiment de façon très importante jusqu'à la fin de leur vie. Et pour les BRCA2, c'est plutôt autour de 45 ans.
Donc raison pour laquelle on propose une chirurgie de réduction de risque, à savoir l'ablation des ovaires et des trompes. C'est ce que je vous montre juste là. Mais encore une fois, là, c'est vraiment le corollaire et la balance bénéfice-risque. D'un côté, d'éviter le risque de cancer de l'ovaire, mais malheureusement, ça entraîne une ménopause des patientes à 38 ans pour les BRCA1 et autour de 45 ans pour les BRCA2, ce qui est bien sûr plus tôt que les 53 ans habituels en France pour la ménopause. Donc les conséquences de la ménopause, notamment sur le plan cardiovasculaire et osseux, peuvent poser problème. Et donc a été développée par l'équipe d'Éric Leblanc à Lille l'idée d'une fimbriectomie. Alors qu'est-ce que c'est la fimbriectomie? C'est ce que vous voyez juste là. C'est d'enlever la trompe et juste la portion de l'ovaire qui est collée à la trompe. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce qu'on sait très bien que pour les cancers du sein, de l'ovaire qui sont reliés aux mutations BRCA, BRCA2, à savoir les sérodes au grade, en fait, le primitif ne vient pas de l'ovaire, mais vient de la trompe. Il y a des lésions au niveau de la trompe qui finissent par engendrer un cancer de l'ovaire. Donc on s'est dit qu'en enlevant cette partie-là, on allait pouvoir résoudre ce problème, à savoir d'une part limiter le cancer de l'ovaire et d'autre part ne pas ménopauser les patients puisqu'elles gardent une partie de l'ovaire qui est en place. Et donc a été publiée cette année une étude où, alors ça a sauté encore, je suis désolé, je ne sais pas pourquoi les diapositives sautent tout le temps, on va les retourner. Donc a été publiée cette année une étude justement, où ils ont rapporté les résultats de cette étude, où ils ont proposé à des patientes de ne pas faire une annexectomie, à savoir l'ablation des trompes et de l'ovaire, mais seulement de la partie de l'ovaire qui colle à la trompe et de la trompe. Donc ils ont inclus, vous voyez, 119 patientes, c'était une étude prospective, et quand on regarde les résultats, c'est très intéressant, puisqu'on voit très bien que s'il y a des patientes qui avaient des mutations, BRCA1, BRCA2, ou des histoires familiales lourdes, et en général, c'est des patientes qui refusaient l'annexectomie parce qu'elles ne voulaient pas être ménopausées, mais du coup, on leur proposait ça en espérant diminuer le risque de cancer de l'ovaire et de ne pas les ménopauser. Et quand on regarde les résultats sur le plan d'Anapat, on voit très bien qu'en effet, comme on s'y attendait, on a retrouvé des lésions tubaires dans environ 25%, chez environ 25% des patientes, et on sait très bien que c'est ces lésions tubaires qui vont dans un deuxième temps générer le cancer de l'ovaire. Et les résultats définitifs, c'est quoi? C'est qu'avec 7,3 ans de recul, il n'y a aucun cancer de l'ovaire qui a été retrouvé chez ces patientes qui ont eu cette stratégie. Et bien sûr, on propose à ces patientes un complément d'ovariectomie bilatérale, soit au moment de la ménopause, soit un petit peu plus tôt, si ça génère une angoisse chez elles, d'attendre, même si actuellement on pense que c'est une technique qui est parfaitement safe, mais de ne pas attendre trop longtemps. Donc en tout cas, au moment de la ménopause, on décide de totaliser pour vraiment limiter le risque éventuel de cancer de l'ovaire. Et vous voyez dans cette étude, les patientes étaient ménopausées un peu plus précocement que dans la population générale, autour de 46 ans, versus 53 ans dans la population générale. Mais il faut savoir que dans cette étude, il y avait des patientes qui avaient eu des chimiothérapies, notamment en raison de cancer du sein, qui pouvaient expliquer un petit peu cette ménopause un peu plus précoce. Mais en tout cas, même avec une médiane à 46 ans, la majorité des patientes avaient gagné des années de vie sans être ménopausées et en limitant le risque de cancer de l'ovaire. Donc c'est vraiment une avancée majeure pour nous, puisqu'on va pouvoir, on attend un petit peu ce qui va se passer, mais ça va devenir quelque chose qu'on va pouvoir proposer à plus en plus de patientes. Dernier point sur lequel je vais insister, c'est faire un petit peu un focus sur les cancers de l'ovaire chez des patientes jeunes, à savoir moins de 40 ans. Et comme vous voyez, on estime qu'il y a à peu près 5000 nouveaux cas de cancer de l'ovaire en France. On a à peu près 250 à moins de 40 ans et environ un peu plus d'une centaine à moins de 30 ans. Donc c'est une population qui est peu importante, mais qui est vraiment sur laquelle on décide de s'intéresser parce que c'est une population particulière. Avant 40 ans, contrairement à après, quand on parle de cancer de l'ovaire, en général, on pense au séreux, au type histologique séreux de haut grade, qui est le plus fréquent, puisqu'il représente 70% des cancers de l'ovaire. Mais quand on tombe chez ces patients de moins de 40 ans, on est sur des tumeurs totalement différentes, avec non pas des tumeurs épithéliales comme le séreux, mais des tumeurs non épithéliales, qui n'ont rien à voir avec ce type de pathologie, puisque vous voyez, là, je vous ai un petit dessin, ça c'est un ovaire, la couronne qui est là, c'est là où se logent les tumeurs épithéliales, comme le séreux de haut grade, qui est le plus connu, encore une fois, mais il y a toutes sortes de tumeurs qui veulent se loger directement à l'intérieur de l'ovaire, que ce soit les tumeurs des cordons sexuels ou les tumeurs germinales, qui n'ont pas du tout le même pronostic et qui ne se présentent pas du tout de la même manière. Et chez ces patientes de moins de 40 ans, on est sur ce type de tumeur. Et quelle est la particularité chez ces patientes?
La première, c'est comme ils sont jeunes, tout de suite, on va penser à l'idée de voir si on peut leur proposer d'avoir un jour un enfant et donc de penser d'emblée à la fertilité. Alors, qu'est-ce qui se passe et quelle est la particularité de ces patientes? C'est que dans certains cas, on peut proposer de faire des prélèvements ovocytaires avant de démarrer un traitement pour un cancer, comme par exemple dans le cancer du sein. Là, on ne peut pas le faire. Pourquoi? Parce que bien évidemment, on a une masse ovarienne et donc tant qu'on n'a pas de diagnostic, qu'on n'a pas retiré l'ovaire, on ne peut pas décider de la suite du traitement et donc on ne peut pas faire de prélèvement avant le traitement du cancer. Mais ce qui nous intéresse, c'est ce qui va se passer après. Et voilà un petit peu les messages que je voulais faire passer ce soir. C'est d'une, dès qu'on a une masse suspecte de l'ovaire chez une jeune patiente, c'est vraiment ce triptyque qu'il faut respecter. Le premier, c'est de faire un bilan biologique complet. Il y a différents marqueurs qu'on utilise qui vont nous orienter justement sur les tumeurs dont je vous en parlais, qui ne sont pas des tumeurs épithéliales. Je vous donne juste un exemple comme ça. Les tumeurs des cordons sexuels, c'est plutôt l'inhibine B et la MH qui va nous aider à essayer d'identifier si elles sont augmentées et de s'orienter vers ce type de tumeur. Le deuxième élément majeur, c'est de faire une IRM pelvienne systématique qui, là encore une fois, va nous aider à vraiment documenter la lésion et décider notamment quels sont les cas où il faut enlever l'ovaire en totalité tout de suite. C'est un petit peu l'idée, par exemple, vous voyez, sur cette grosse tumeur. Et quels sont les cas où on peut proposer, dans certains cas, non pas une ablation totale de l'ovaire, mais juste une kystectomie pour essayer de préserver les deux ovaires. Et encore point le plus important, une fois qu'on a enlevé cet ovaire, comme par exemple dans ce cas-là, il faut absolument qu'il y ait une relecture anapathe dans le réseau des tumeurs rares, qui est un réseau national, qui permet des relectures d'experts pour être sûr que le diagnostic posé est le bon. Parce que c'est parfois difficile d'avoir un bon diagnostic sur ces tumeurs, parce que ça peut parfois être complexe d'avoir un bon diagnostic, et c'est ce diagnostic qui permettra derrière de permettre d'adapter correctement le traitement. Ensuite, une fois que la patiente a été traitée, et donc on lui a enlevé son ovaire et sa trompe, mais il lui reste encore l'utérus et l'autre ovaire et l'autre trompe, et éventuellement on a fait des biopsies péritonéales pour être sûr que c'était bien limité à l'ovaire et que ça n'allait pas ailleurs, la discussion va vraiment se mettre au niveau du projet qu'il y a de fertilité derrière, que ce soit la patiente ou le couple, puisque maintenant les patientes peuvent accepter à la PMA seule, j'ai mis patiente et couple, et en fonction de son âge, de sa fertilité, puisque bien sûr, plus les patientes vieillissent, plus la fertilité, le potentiel de fertilité diminue, donc c'est un élément important à évoquer dans ce type de situation. On va discuter bien sûr du délai au-delà duquel on va lui donner un feu vert pour une grossesse, parce que parfois il faut attendre quelques mois avant de lui donner un feu vert pour une grossesse. Il y a une chimiothérapie, par exemple, après la chirurgie, il faut attendre au moins 6 mois avant de pouvoir démarrer une grossesse. Et bien sûr, on va dans certains cas pouvoir lui donner un accès à la PMA, et là on verra les situations où on peut favoriser une stimulation et les cas où on peut contre-indiquer la stimulation, mais là encore il y a une discussion qu'on a avec les patients dès le début pour savoir un peu quel est le projet qu'on peut leur proposer. Et in fine, c'est le dernier message que je voulais faire passer ce soir, c'est toutes ces patientes qui sont jeunes, qui ont été traitées pour leur masse ovarienne, c'est vraiment important qu'elles soient suivies régulièrement et au moins annuellement, bien sûr sur le plan oncologique pour être sûr que tout va bien et qu'il n'y ait pas de récidive, mais également sur le plan de la fertilité pour voir s'il y a un moment stratégique où il faut leur proposer une prise en charge en PMA, soit parce qu'elle n'a pas réussi à avoir de grossesse spontanée, soit parce que tout simplement, on sait très bien que plus on attend, avec l'âge qui passe, on va avoir de plus en plus de mal à stimuler éventuellement ces patientes pour récupérer des ovocytes, ou du moins à leur proposer éventuellement des prélèvements ovocytaires en cycle spontané, ce qui permet d'éviter la stimulation, mais ce qui permet également de recueillir des ovocytes. Mais l'idée de tout ça, c'est vraiment de les monitorer dans le temps pour voir quel est le bon moment pour leur proposer éventuellement une prise en charge en fertilité. Et je finirai sur la diapositive. On essaye on a une RCP d'oncofertilité qu'on a montée avec le professeur Greenberg de Béclair. Et dans ce comité, on essaie vraiment de discuter de tous les dossiers un petit peu difficiles et dans certains cas de pouvoir élargir les indications, notamment à la PMA, pour que les patientes aient le maximum de chances d'avoir une grossesse après leur traitement de leur cancer de l'ovaire. Je vous remercie de votre attention et puis je suis disponible pour des questions éventuelles. Merci beaucoup, professeur, pour ces informations très, très intéressantes et on reprendra ces messages clés que vous nous apportez ce soir sur ces innovations en chirurgie.
avec cet espoir vers la fertilité. C'est aussi de la qualité de vie, de limiter les ménopauses imposées dans les chirurgies de prévention. Donc ça aussi, c'est des messages qu'on pourra transmettre sur mon réseau cancer du sein et notamment les sous-groupes des personnes qui sont concernées par les mutations familiales, parce que c'est vraiment un sujet pour les patientes. Puis au-delà de comment est-ce que on surveille finalement ces jeunes femmes plus à risque. On a une question dans le fil autour de l'endométriose. Est-ce que l'endométriose est un facteur de risque de cancer gynécologique en général, et est-ce que au niveau, est-ce qu'il y a des chirurgies ou des choses à faire, où il y a de la prévention, enfin, est-ce que vous avez un message autour de cette maladie dont on entend beaucoup plus parler et on ne sait pas forcément quels sont les liens avec d'éventuels autres soucis après en gynéco? Alors, en effet, on entend beaucoup plus parler de l'endométriose. Non, la prise en charge de l'endométriose est spécifique. Nous, ces patientes, on ne les voit pas. Le seul risque qu'on connaît, c'est qu'en effet, quand on a des cancers dans des situations, c'est souvent des cancers à cellules claires qui peuvent être agressifs et qui peuvent en effet nous poser des problèmes de prise en charge parce qu'on a du mal dans ces situations-là à identifier éventuellement du cancer dans les lésions d'endométriose. Donc c'est une situation complexe mais qui somme toute assez rare. Donc je pense que le message à retenir quand même, c'est que quand les patientes sont identifiées comme étant porteuses d'endométriose, c'est avant tout le traitement de l'endométriose qui est le plus important, bien évidemment. Merci beaucoup. Alors, on a une question qui n'est pas purement autour de la gynécologie, mais comment ça se passe quand on a besoin d'une chirurgie et qu'on est allergique au curare? Est-ce que vous avez d'autres façons d'endormir les patientes? Alors ça, c'est plus une question pour les anesthésistes, mais en effet, ça limite énormément. Alors c'est quand même très très rare les allergies au curare, donc il faut vraiment voir si ça a été vraiment documenté, parce qu'il faut faire des tests pour essayer de voir si c'est à la réalité. Après, oui, ça gêne énormément et ça rend une chirurgie quasiment illusoire si c'est une chirurgie un peu lourde. Et les célioscopies, on ne peut pas les faire non plus pour les mêmes raisons. Alors, il reste ce qu'on peut faire sous local. Donc, ça limite un petit peu quand même. Mais bon, il faut vraiment documenter la chose. D'accord, donc merci beaucoup pour cette réponse. Alors pour le moment, donc n'hésitez pas à mettre vos questions sur le fil, idéalement dans l'onglet questions. Et sinon, moi j'avais une question concernant les. Alors c'est un petit peu, il y a eu une petite nuisance par là. J'avais une question autour des ganglions. C'est vrai qu'on a vu donc ces différentes chirurgies. C'est vrai que il y a aussi des curages ganglionnaires qui peuvent être faits en parallèle aux différents gestes de chirurgie. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots? Est-ce que là aussi il y a des systèmes de ganglions sentinelles? Est-ce que vous avez des espoirs de pouvoir désescalader certains curages? Alors là, pour l'instant, alors ce qu'on peut dire, c'est compliqué de répondre à la question en quelques secondes, parce qu'en fait, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, quand on tombe chez là, on parle uniquement de stades localisés à l'ovaire, et il y a à la fois des tumeurs épithéliales et des tumeurs non épithéliales. Donc il y a clairement des indications où il n'y a pas de place pour les curages, c'est notamment dans les tumeurs non épithéliales. Et quand on va sur les tumeurs épithéliales, oui, là, il y a une discussion pour les curages. Sachant qu'en fonction du type histologique, le degré d'envahissement ganglionnaire pour les stades localisés n'est pas du tout le même. Celui qui est le plus pourvoyeur d'adénopathie, et donc qui justifie qu'on aille explorer ces ganglions, en général sur le plan chirurgical, c'est les cellules claires de l'ovaire, par exemple. A contrario, les mucineux, qui a un autre type histologique, sont beaucoup moins pourvoyeurs de ganglions. Donc je ne peux pas répondre en une seule indication pour tous les cancers, parce que ça dépend du type histologique. Et c'est pour ça que la relecture dont j'ai lourdement insisté tout à l'heure est vraiment essentielle. Parce que si on n'a pas le bon diagnostic histologique, on ne peut pas traiter correctement la patiente. Donc oui, il y a une place pour les curages dans certains types histologiques, épithéliaux de l'ovaire. Et non, actuellement, le sentinelle n'est pas recommandé pour ce type de situation. Il y a une étude qui a été faite par les Italiens, dans laquelle ils ont essayé de faire le sentinelle. Les résultats ont montré qu'ils y arrivaient. Il y avait quand même environ un tiers d'échecs. Mais on ne peut pas recommander ça en routine actuellement. C'était une étude pilote sur 30 patientes. On ne peut pas du tout dire que c'est le standard et l'avenir. Et surtout qu'actuellement,
il y a toute une discussion entre pourquoi est-ce qu'on fait les curages dans cette situation? Est-ce que c'est juste pour décider du traitement ultérieur ou est-ce qu'on espère, entre guillemets, aussi avoir un effet un peu curatif pour les stades? Donc ça, c'est à discuter. Donc pour l'instant, non pour le sentinelle dans l'ovaire. Alors du coup, pour rappel, hein, là où vous discutez beaucoup tous ensemble, c'est la RCP, donc la réunion de concertation pluridisciplinaire où vous allez donc échanger sur toutes ces stratégies. Une question autour, parce que finalement, on voit que très vite, les mots sont compliqués pour les patientes, surtout au début de parcours, on s'y perd un peu. On a remarqué aussi que c'était important de comprendre et de savoir de quel type de maladie on souffre. Donc finalement, dans votre centre, dans votre expérience, qui explique un peu la carte d'identité de la maladie? Est-ce qu'on voit la napate? Est-ce que c'est le chirurgien justement? Et quels sont en fait, par exemple, les mots-clés où vous parliez des stades FIGO? Enfin, qu'est-ce que toute patiente devrait savoir ou peut retrouver comme information pour comprendre finalement justement quel type de maladie gynécologique elle a? Alors, pour répondre à cette question, non, elle ne voit pas l'anatomopathologiste, qui pourtant fait un travail plus qu'important pour elle, mais elle ne le voit pas. Donc, c'est essentiellement, alors si on parle de l'ovaire, c'est essentiellement le chirurgien et l'oncologue qui vont en discuter. Si c'est un stade limite de l'ovaire, c'est dans un premier temps le chirurgien, parce que c'est lui qui l'a opéré. Alors, c'est toujours quasiment des chirurgiens en deux temps. Ça, il faut bien le comprendre. C'est-à-dire que les patientes sont opérées de leur masse ovarienne, on enlève l'ovaire, on attend la relecture en napate, qui est essentielle, comme vous l'avez compris, et on discute après. On ne fait pas durant l'intervention. Des fois, il y a une analyse qui s'appelle l'extemporanée pour essayer d'avoir des informations, mais on ne décide pas le traitement complémentaire sur cet extemporané. C'est trop compliqué dans ce type de situation de patients jeunes avec une masse ovarienne. Après, comment on leur explique? Alors, moi, je pense que ça dépend de chaque personne. On essaie d'abord, c'est plus facile la discussion une fois qu'on sait exactement quel type de tumeur on a déjà, parce qu'on n'est pas expliqué toutes les tumeurs de l'ovaire. Et moi, j'utilise beaucoup les dessins, ce genre de choses, pour essayer de leur faire comprendre le risque, les cas où il y a de la chimiothérapie ou pas. Et puis, il y a nos collègues oncologues, bien sûr, qui prennent le relais aussi pour revenir sur. Je pense que une des choses qui est vraiment essentielle, c'est de réexpliquer à plusieurs reprises. Donc, c'est bien quand elle voit plusieurs personnes, l'oncologue, le chirurgien, parce qu'on n'aborde pas les choses de la même façon et ça permet de compléter le discours. Mais honnêtement, c'est pas quand on explique les choses simplement, c'est pas si compliqué que ça. Ouais, tant mieux, bien expliqué par vous, ça a l'air d'être beaucoup plus limpide en effet. Mais donc c'est vrai que c'est intéressant de se dire qu'il y a ces deux temps de chirurgie, peut-être un temps plus, on enlève la masse, on va regarder ce qu'est la maladie, donc un temps un peu de caractérisation, et puis après un deuxième temps où on va adapter le geste justement à la maladie qui est trouvée et à la situation de chacune des patientes. Alors, le temps file. Dans les temps préparatoires de cette rencontre de ce soir, on s'est rendu compte qu'il faudrait donner beaucoup plus de temps. Donc, l'année prochaine, c'est promis, on fera beaucoup plus de temps pour la chirurgie, qui est un temps clé du parcours de soins en gynéco. Et d'ailleurs, on peut rappeler que l'expertise des centres qui font la chirurgie est essentielle. Donc, si on est concerné par un problème gynécologique, c'est important de se renseigner pour aller dans un centre qui a de l'expérience pour opérer les patients. Donc, donc merci beaucoup pour ces informations, professeur. Et donc, on va donner la parole au docteur Potier qui va nous parler des innovations plutôt de l'ordre des médicaments, puisque les oncologues nous accompagnent avec des traitements médicamenteux. Donc, on va vous mettre votre slide et donc bienvenue, docteur, pour cette soirée d'information. Bonsoir, merci. Bonsoir à tous et toutes. Alors, c'est comme on l'a déjà dit, c'est effectivement assez difficile de parler de l'ensemble des innovations thérapeutiques dans les tumeurs gynécologiques parce qu'il y a plusieurs tumeurs gynécologiques, les cancers du col, les cancers de l'endomètre, les cancers de l'ovaire, les tumeurs rares, et ça représente beaucoup de pathologies. Donc, j'ai essayé bien sûr de résumer sur les principales pathologies, le cancer de l'ovaire, le cancer du col et le cancer de l'endomètre, qui fait les nouveautés des 10 dernières années. Qu'est-ce qui fait avancer sur le plan médical la prise en charge de ces maladies? Dans le cancer de l'ovaire, ce qui est majeur dans les 10 dernières années, c'est bien évidemment l'évolution de la chirurgie, mais dans le traitement médical, c'est le traitement de maintenance après la chimiothérapie initiale. C'est-à-dire que l'objectif initial, c'est d'opérer les malades. On y arrive ou on n'y arrive pas, ça dépend de l'extension de la maladie. De faire une chimiothérapie pour agir, bien évidemment, soit sur la maladie si elle n'est pas opérée, soit
après la maladie, et ensuite d'essayer de maintenir le plus longtemps possible après la chimiothérapie, grâce à des thérapeutiques souvent ciblées, l'efficacité des traitements le plus longtemps possible, parce qu'on a souvent des formes très avancées qui sont difficiles à guérir, mais pour lesquelles on peut espérer bien évidemment avoir des traitements qui permettent aux patients et à la tumeur d'être contrôlés le plus longtemps possible. Donc il y a deux grands types, c'est les anti-angiogéniques, qui est plus ancien que les bevacizumab, et puis un nouveau type sur lequel on va insister un petit peu, qui sont les inhibiteurs de PARP. Et puis des nouvelles thérapeutiques, ça c'est vraiment, on est en cours de révolutionner un petit peu la thérapeutique, pas uniquement dans les tumeurs gynécologiques, mais dans les tumeurs qui sont les nouvelles chimiothérapies ciblées, qui sont des anticorps qui sont couplés à une chimiothérapie, qui ont l'avantage d'être beaucoup plus spécifiques sur les tumeurs et souvent plus actives. Et on commence à les voir arriver dans les tumeurs gynécologiques, alors qu'elles étaient pour l'instant réservées surtout aux tumeurs mammaires et puis au cancer du poumon. Alors quand on parle de l'objet du traitement de l'enfance, j'en ai parlé au départ, comme vous le voyez sur ce schéma, l'objectif initial de la chirurgie, c'est bien évidemment de réduire le volume tumoral. Mais comme vous le savez, dans les tumeurs de l'ovaire, il y a souvent des nodules en dehors de l'ovaire, c'est ce qui en fait une maladie si difficile à traiter. Et donc la chimiothérapie est là pour tuer les cellules en division, donc les cellules tumorales qui ne sont pas enlevées par le chirurgien parce qu'il ne les voit pas, il voit des nodules, il enlève le plus de possible, mais il reste forcément des cellules tumorales. Et on arrive à un point qu'on peut penser zéro, mais il peut y avoir des cellules qui ne sont pas en division à ce moment-là et qui ne sont pas sensibles encore à la chimiothérapie, pour lequel on essaie, avec des traitements de maintenance, d'éviter leur reprogression secondaire le plus longtemps possible. Donc l'objectif, c'est de prolonger le bénéfice de la chirurgie et de la chimiothérapie par des traitements différents, donc d'augmenter le temps sans maladie après ce traitement initial et bien évidemment d'avoir un impact sur la survie patiente, mais comme c'est souvent des traitements au long cours, d'avoir une toxicité qui est acceptable, pas de toxicité, qui n'a pas d'effet négatif sur la qualité de la vie des patients. On a le bevacizumab qui cible en fait la formation des vaisseaux sur des tumeurs, qui est actif pour une grande partie des patientes, et puis les nouvelles molécules qui sont encore plus ciblées, qui sont les inhibiteurs de PARP. C'est un traitement très particulier qui cible la réparation de l'ADN. La chimiothérapie, elle va induire beaucoup d'anomalies au niveau de l'ADN, en particulier au niveau de l'ADN double brin. Et pour réparer ces anomalies, on a ce qu'on appelle des gènes de recombinaison homologues, en particulier celui dont on vous a parlé tout à l'heure, qui est le gène BRCA, qui est un gène qui prédit le cancer du sein et de l'ovaire, mais il y en a d'autres, qui sont là pour réparer les anomalies du bras. Lorsqu'on a une anomalie de ce gène BRCA qui est mutée, parce qu'on a une mutation constitutionnelle aussi au niveau de la tumeur ou d'autres mutations au niveau de la tumeur, l'ADN du bras est beaucoup moins bien réparé. À ce moment-là, on a un autre enzyme qui est le PARP, qui lui est là pour réparer les anomalies simples bras, qui prend le relais de ce BRCA, de ce BRCA ou de cet autre gène, et qui va réparer l'ADN à la place du gène qui est muté au niveau de la tumeur. Donc on a eu l'idée d'inhiber l'action de cette deuxième enzyme qui est le PARP par des inhibiteurs de PARP. Et chez les patients qui ont des anomalies au niveau de la tumeur de réparation, l'inhibiteur de PARP a montré son efficacité lorsqu'on l'utilise après la chimiothérapie. La chimiothérapie a induit plein de cassures du brin et on ne peut pas réparer par les gènes de recombinaison homologues et on bloque l'autre réparateur qui est l'inhibiteur de PARP. C'est ce qu'on appelle le principe de létalité synthétique. C'est-à-dire la cellule ne peut plus se réparer qu'elle meurt. Par contre, les cellules normales, elles n'ont pas de mutation de BRCA et donc elles réparent tranquillement leur cellules. Donc c'est indiqué chez les patients dont les tumeurs ont des anomalies de la réparation de l'ADN qui les rendent particulièrement sensibles à des chimiothérapies comme le platine. Ça représente en première intention à peu près la moitié des patientes. Et ça, on a bien montré dans des grandes études où on comparait cet inhibiteur de PARP en maintenance pendant au moins 2 ans versus pas de traitement, qui avait une efficacité en maintenance, surtout chez les patients qui ont des anomalies de BRCA, mais également chez des patients qui ont d'autres anomalies de la recombinaison homologue. Et ça, c'est une avancée majeure dans la prise en charge du cancer de l'ovaire.
On peut les utiliser aussi en restrictif chez des patients qui n'ont pas forcément des anomalies visibles, mais qui répondent bien en platine. Donc c'est vraiment une classe médicamenteuse qui a fait avancer la prise en charge du cancer d'ovaire et qu'on utilise maintenant dès la première ligne de traitement. Alors, le futur, parce qu'il nous faut, on a ces inhibiteurs de PARP, on a ces bevacizumab, on a la chimiothérapie, on a la chirurgie, on sait qu'on peut réopérer les malades, etc. Mais il nous faut des nouvelles drogues pour les patients justement qui ne peuvent pas bénéficier de ce type de traitement ou dont la maladie récidive. Et on sait maintenant qu'on arrive à fabriquer des molécules qui vont cibler des anomalies qui sont au niveau des cellules tumorales, soit les récepteurs aux hormones, soit certains récepteurs qui sont spécifiques de certaines tumeurs. Et on fixe sur ces anticorps qui vont se fixer directement sur la cellule un agent cytotoxique. Et avec un moyen chimique qui s'appelle un linker, on peut faire en sorte que la chimiothérapie soit délivrée directement dans la cellule tumorale. Donc, c'est très spécifique de la cellule tumorale et en plus, il y a un effet bystander, c'est-à-dire que ça va en plus délivrer la chimiothérapie tout autour de la cellule tumorale. Donc, c'est vraiment très spécifique avec une cytotoxicité assez importante si on utilise les bons anticorps et les bons agents cytotoxiques qui avaient normalement une moindre toxicité parce qu'on se limite à la cellule cancéreuse. Donc, jusqu'à présent, on avait des médicaments qui s'avéraient efficaces dans le cancer du sein, dans le cancer du poumon, et on vient d'avoir cette année à l'ASCO la première ADC, c'est une chimiothérapie qui vient de montrer son efficacité. Il cible les récepteurs au folate sur la tumeur. Alors il faut qu'il y ait une très forte expression sur la tumeur, de 3,3, ce qui représente à peu près 30% des patients en récidive. Et c'est supérieur à une chimiothérapie standard, ça a été montré dans une grande étude. On espère avoir accès à ce médicament pour ces patients d'ici la fin de l'année ou début d'année 2024. Donc ça, c'est une avancée majeure et surtout, on a plein d'autres molécules qui arrivent, qui vont être à l'étude dans le cancer de l'ovaire et dans le tumeur également. Et ça, c'est un vrai espoir. On va probablement pouvoir les associer plus tôt avec le platine, qui est un médicament majeur. Donc ça, c'est vraiment à suivre dans le cancer de l'ovaire dans les années à venir. Pour le cancer du col, on a eu pendant très longtemps pour les maladies avancées. Moi, je vais parler que des traitements médicaux, donc au-delà du traitement local chez les patients qui malheureusement ne sont pas guéris pour le cancer du col, on n'avait que la chimiothérapie avec une efficacité très réduite pour deux raisons. D'abord parce que ce n'est pas très sensible à la chimiothérapie et surtout parce que la maladie est souvent dans des territoires qui ont été traités par la radiothérapie et la chimiothérapie est beaucoup moins active dans ces territoires. Alors, on avait des rationnels pour utiliser ce qu'on appelle l'immunothérapie, qu'on utilise déjà dans d'autres maladies. L'objectif, c'est de relancer l'efficacité de lymphocytes qu'on a en nous-mêmes, qui sont les tueurs de tumeurs, qui sont là spécifiquement pour aller, ces lymphocytes, qui sont là spécifiquement pour reconnaître les cellules anormales et les détruire. Malheureusement, les tumeurs sont intéressantes et elles expriment des récepteurs qui bloquent l'activité de ce lymphocyte au niveau de la tumeur. On a maintenant des médicaments qui sont actifs pour débloquer ces récepteurs et rendre les lymphocytes actifs. Donc on a montré depuis 2 ans l'efficacité de cette immunothérapie dans quand même un certain nombre de patientes en récidive après l'échec de la chimiothérapie tout seul. Il y a une grande étude qui a montré que c'était supérieur à une chimiothérapie de deuxième intention. Et maintenant, on peut même l'utiliser dès la première intention en association à la chimiothérapie. Et c'est supérieur à une chimiothérapie seule. Donc ça, c'est le grand espoir dans le futur pour les maladies métastatiques. Parce que maintenant, on se focalise sur l'immunothérapie avec une chimiothérapie en essayant des nouvelles molécules, des associations de nouvelles molécules. On sait que ça marche, on a fait la preuve du principe d'efficacité, on peut l'utiliser. Et on va essayer de faire mieux avec des nouvelles immunothérapies d'association chez ces patients. Donc ça, c'est vraiment, dans le cancer du col métastatique, l'immunothérapie qui a permis d'avancer ces derniers temps. J'insiste, comme le professeur Louis, sur l'importance de la vaccination, parce que le meilleur traitement pour ces tumeurs qui sont quand même très mauvais pronostics, c'est la prévention. Pour une maladie qui n'est pas métastatique, mais même pour les lésions précancéreuses, il y a des conséquences sur la fertilité, sur le devenir du patient, alors qu'on peut éviter ce cancer. Donc, depuis cette année, on va avoir une vaccination qui va être systématiquement proposée aux élèves des classes de 5e, garçons et filles,
Et c'est uniquement sur opposition des parents que les enfants ne seront pas vaccinés. Donc ça, c'est une avancée majeure. En Australie, ils vaccinent depuis des années de façon obligatoire. Ils commencent à ne plus voir de cancer du col. Ils ne voient plus de lésions précancéreuses. Donc c'est vraiment une opportunité d'éradiquer le cancer du col HPV qui représente 90% des cancers du col. Et pas seulement le cancer du col, je rappelle qu'il y a d'autres cancers qui sont associés à l'HPV. Le cancer du canal anal, et certains cancers autres. Donc la vaccination est vraiment utile. Et puis dans le cancer de l'utérus, il y a plusieurs aussi cancers d'utérus. Là, on parle de celui le plus fréquent, dit de l'endomètre. Ce qui est important ces dernières années, c'est ce qu'on a pu caractériser sur le plan moléculaire beaucoup mieux ces tumeurs. Et ça nous a donné l'opportunité de développer des molécules beaucoup plus actives et également de différencier la prise en charge, même pour les fortes localités, de ces tumeurs avec des pronostics qui sont distincts en fonction de ces caractéristiques moléculaires. Et ça, c'est très important. Donc, de la même façon, pour les maladies métastatiques et les récidives, on avait jusqu'à présent la chimiothérapie qui avait une certaine efficacité, mais qui ne guérissait la plupart du temps pas les patientes, ou de l'hormonothérapie qui était assez active lorsqu'il y a eu des récepteurs en mono. Mais là également, l'immunothérapie, pour une certaine catégorie de la population, s'est avérée hyperactive, par exemple chez les patients qui ont un autre déficit de réparation de l'ADN, qui n'est pas le BRCA, mais qui a un autre type de déficit au niveau de la tumeur, qui représente environ 25% des patients, c'est ce qu'on appelle les maladies MSI, qui existent également dans d'autres maladies comme les cancers du côlon et qui sont parfois associées à des mutations d'un gène familial. Et dans ces cas-là, l'immunothérapie est vraiment très très active en cas de récidive. Et on est même maintenant dans des essais en première intention d'association à la chimiothérapie. On n'a pas encore accès à ces molécules en première intention, mais dans les mois à venir, on va avoir accès, soit en association à la chimiothérapie, soit même tout seul, sans chimiothérapie, dans cette sous-population, à l'efficacité de chimiothérapie dans les cancers de l'endomètre. Et maintenant, l'évolution, c'est de pouvoir, en associant à une autre molécule, rendre efficace l'immunothérapie dans les cancers chez les patientes avec des cancers de l'endomètre qui n'ont pas ces déficits de réparation. Et on a depuis moins d'un an maintenant accès à une association d'immunothérapie et d'anti-angiogénique qui a montré son efficacité même chez les patients qui n'avaient pas de déficit de réparation. Donc, c'est vraiment très important. On a une évolution dans la prise en charge des maladies métastatiques dans le cancer de l'endomètre. Et puis, on a également d'autres molécules qui sont en cours d'exploration, comme les antiparts également. Dans certains cancers de l'endomètre, on va avoir des résultats, on l'espère, prometteurs cette année. Ce qui est important dans le cancer de l'utérus, c'est qu'on peut faire un dépistage précoce. Et ce sont des maladies qui guérissent très bien lorsqu'elles sont localisées, avec une chirurgie simple, hystérectomie. Donc, le message, c'est qu'il faut consulter un gynécologue au moins d'enseignement après la ménopause, parce que c'est là qu'on fait des diagnostics précoces et on a des tumeurs de bon pronostic de cette précoce. Ça, on le sait depuis longtemps. Et le dépistage de ces formes est vraiment très important. Donc, pour l'endomètre, c'est l'immunothérapie pour les formes métastatiques et c'est la chirurgie pour les formes localisées, avec même des désescalations. Alors, on m'a demandé de parler des essais cliniques, c'est très important. On est dans un centre anticancéreux avec Sébastien Louis, donc on est amené à proposer à nos patientes des essais thérapeutiques parce que c'est important pour faire progresser la prise en charge thérapeutique des patients, que ce soit des essais académiques qui se posent des questions de stratégie ou des essais industriels qui nous donnent accès à des nouvelles molécules qui vont pouvoir faire avancer la prise en charge de nos patients. Donc, les essais cliniques, ils servent à évaluer de façon scientifique, parce que sinon, on ne peut pas évaluer de façon objective les nouvelles modalités de soins ou alors des nouveaux traitements pour montrer qu'elles sont plus efficaces ou aussi efficaces, qu'elles sont mieux tolérées ou moins bien tolérées et faire progresser la prise en charge de ces maladies. Donc il y a plusieurs types d'essais, des essais de prévention, il y a des essais de diagnostic et puis il y a des essais thérapeutiques qui évaluent soit des nouveaux médicaments seuls ou en association, des nouvelles façons de les administrer. On peut l'administrer en comprimé versus l'UV ou en intravénulaire. Enfin, il y a plusieurs façons d'administrer les médicaments, en hebdomadaire, en 3 semaines. Donc tout ça, ça doit être évalué. Ou alors des nouvelles techniques de traitement
thérapeutique, par exemple, certaines stratégies de radiothérapie, etc. Donc tout ça ne peut être résolu que dans le cadre d'essais thérapeutiques. On pose des questions avec des objectifs. Il ne faut pas poser trop de questions en même temps pour pouvoir les répondre. Donc il y a, lorsqu'on développe un médicament, là je vous parle de médicament, un long processus entre la découverte d'une molécule par un scientifique dans son laboratoire et puis l'autorisation de mise sur le marché, ce qu'on appelle l'AMM, c'est-à-dire l'accès au médicament pour nos patients. L'évaluation préclinique pour savoir d'abord sur les cellules, puis chez l'animal, si on a une efficacité sur les cellules tumorales dans le tube à essai, puis chez l'animal, et après l'accès chez les patients. Tout ceci peut prendre quand même beaucoup de temps. La phase 1, c'est essentiellement, on va devoir pour déterminer la dose qu'on va utiliser dans les essais cliniques, puis il y a différentes phases où on regarde l'efficacité, on compare l'efficacité à d'autres traitements et ensuite on va jusqu'à l'AMM. Et il y a différents types d'études, il y a comme je l'ai dit, les études académiques qui sont montées par les groupes qui peuvent poser des questions de stratégie. Est-ce qu'il faut faire une désescalade chirurgicale versus une chirurgie conventionnelle, par exemple, et puis les appuis industriels, où là c'est le laboratoire qui monte l'étude et qui pose la question avec une nouvelle molécule. Donc la recherche au laboratoire, c'est ce qui nous donne accès à de nouvelles molécules, des nouvelles idées, c'est les études in vitro. Dans les tubes à essai, on a des cellules tumorales et on teste dessus l'efficacité de certaines molécules. Donc là déjà c'est un prérequis pour savoir si ça va pouvoir être efficace chez l'animal puis chez l'homme en femme après. Les études in vivo où là on injecte des cellules tumorales humaines à des animaux, ils développent des tumeurs humaines et on teste les médicaments pour voir s'il y a une efficacité sur les cellules tumorales et ensuite pouvoir éventuellement le proposer dans un essai clinique. L'essai clinique en soi, il y a, comme vous l'avez vu, beaucoup d'étapes avec des questions spécifiques. À chaque étape, on doit répondre à ces questions pour passer à l'étape d'après. Et il y a quand même beaucoup, malheureusement, d'études qui s'arrêtent à une première étape parce qu'on n'a pas réussi à répondre à la question avant de passer à l'étape. L'étape après l'autre, parfois ça nous paraît long, surtout pour les patients, en disant on a l'impression que cette molécule est importante, mais il ne faut pas sauter les étapes, parce qu'il faut garantir la sécurité des patients. Sur les molécules, on ne connaît pas forcément les toxicités, donc c'est très important. Il faut recueillir les informations de façon rigoureuse et de façon honnête. Il ne faut pas truquer les résultats, c'est très important, donc il faut le faire de façon très, très rigoureuse. Bien sûr, avec l'entière coopération des patients, il faut que les patients soient convaincus que non seulement ils participent à l'étude, mais que ça peut leur être bénéfique régulièrement. Il y a des lois qui protègent les patients, heureusement, depuis les années 90. Et puis, on a maintenant des essais qu'on peut faire au plan international pour essayer d'aller plus vite, avec des étapes qui sont plus rapides qu'avant. Donc, comme on l'a vu, la phase 1, est-ce que la nouvelle molécule est sans danger chez l'homme? Donc, ça, c'est la première étape. Ça peut prendre plusieurs mois parce que on teste la molécule dans des tout petits groupes pour bien étudier la toxicité du médicament. Et puis ensuite, est-ce que le médicament est efficace et bien toléré? C'est la phase 2. Les patients, un certain nombre de patients reçoivent la molécule et puis on voit si ça marche, ça fonctionne sur la maladie. Si c'est le cas, eh ben, on regarde si c'est différent de la prise en charge habituelle. Est-ce que ça améliore la prise en charge existante? C'est la phase 3. On compare le traitement standard au nouveau médicament. Et puis ensuite, est-ce qu'il est bien toléré à long terme? C'est ce qu'on appelle la phase 4, mais ça ne fait pas des études. Alors, quelles difficultés il faut confronter pour avancer? Il y a les difficultés des pathologies rares, et les pathologies gynécologiques sont en général des pathologies rares. Même le cancer de l'ovaire, c'est 1/10 des cancers du sein en fréquence. Ce sont des pathologies qui sont beaucoup plus difficiles à explorer, pour lesquelles les industriels sont moins enclins à faire des études, et puis c'est difficile à financer des grandes études académiques. Il faut trouver des financements, c'est pas toujours facile, mais il y a peu de patients pour montrer une différence. Si la différence est peu importante, il faut en général beaucoup de patientes, et c'est plus difficile pour nous de faire cette différence. Et donc l'international est vraiment majeur dans ces cas-là parce qu'on peut répondre à ces questions auxquelles on ne peut pas répondre si on reste dans des études nationales. Et puis les études positives ne peuvent pas forcément dire qu'on va avoir accès au remboursement. Et là, les lobbies de patients sont vraiment très importants pour certains dossiers. Parce que parfois, le gouvernement ne veut pas rembourser un médicament parce qu'il estime que le service rendu n'est pas suffisant. Il faut parfois
malheureusement, que les patients aillent au combat pour qu'on puisse obtenir le remboursement de certaines molécules, et ça peut être très difficile. Et puis, bien sûr, l'accès à l'innovation a un coût qui est estimé pour la société, et ça rentre, bien sûr, dans les décisions de remboursement. Et puis, pour finir, quelques précisions. Il y a un investigateur principal à l'étude, des investigateurs secondaires qui proposent des essais, qui suivent les patients, qui regardent pour des critères, qu'on suit bien les critères stricts d'inclusion et d'exclusion. Il y a un promoteur qui, lui, est responsable de l'essai clinique, qui en assure son financement, son assurance, etc. Il peut être industriel, mais il peut également être académique, ça peut être une institution qui promeut les deux. Et puis, il faut passer différentes étapes pour pouvoir avoir le droit de faire cette essai clinique, l'ANSM, des comités de protection des personnes, bien sûr, en fonction du niveau de risque, et puis bien sûr les commissions internes des établissements. Donc ça peut être source de frustration pour les patients, parce que parfois il y a des essais cliniques auxquels ils pourraient participer, qui donnent accès à ce médicament, mais il ne reste malheureusement les critères d'inclusion sont très stricts et ils ne peuvent pas y avoir accès. Ça c'est parfois très difficile en raison de leurs antécédents médicaux, de certaines localisations, etc. Et puis, on est parfois dans les bras standards de traitement. Il faut savoir que même quand on est dans le bras standard, on est assuré d'avoir au moins le traitement de référence et que être dans un essai thérapeutique, ça garantit souvent une meilleure prise en charge que de ne pas être dans un essai thérapeutique. Et puis, il y a parfois la possibilité de sauveur, c'est-à-dire que si le standard ne fonctionne pas, on peut parfois avoir accès à la molécule dans un dossier. Et puis, on a le droit de demander à son médecin, quand l'essai est terminé, d'avoir accès aux résultats d'études. Ça, c'est pas le médecin doit pas vous dire, je ne vous donnerai pas les résultats. Donc voilà, pourquoi participer à un essai clinique? Pour essayer d'avoir une meilleure prise en charge, parce qu'on a des traitements qui ont été élaborés par des experts de la pathologie, parce qu'on a des équipes spécialisées, et puis on a un traitement standardisé avec un suivi très rigoureux qui est très bien déterminé dès le début. Et on a accès parfois à l'innovation plus rapidement dans un cadre plus spécifique. Et puis, bien sûr, l'objectif, c'est d'avancer dans la prise en charge des patients dans l'environnement. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, j'avais une dernière diapo, mais je vais pas vous dire. Ah oui, là voilà. Quand même, Voilà. parce que c'est grâce aux patients et aux patientes qu'on fait progresser la prise en charge des cancers gynécologiques, que ce soit dans le cadre des secteurs mais bien évidemment, dans le cadre. Merci beaucoup pour votre intervention et vos slides. Du coup, on va prendre quelques minutes de questions avant de donner la parole à Armelle pour son témoignage. En fait, une première question de Laura par rapport à une des innovations thérapeutiques dont vous avez parlé, ce fameux anticorps conjugué. Est-ce que on sait déjà qu'il ne s'adresse qu'à une partie des cancers de l'ovaire, ou si, notamment hormonodépendants ou non, ou si c'est vraiment déjà sur une cible de pathologie spécifique pour les cancers de l'ovaire? Pour les anticorps conjugués, pour le premier, il faut que l'anticorps se fixe sur la cellule tumorale. Donc, on a des anticorps spécifiques pour que le premier se fixe sur des récepteurs en folate. Donc, pour l'instant, le premier, il faut que ces récepteurs en folate soient très fortement exprimés. Donc, ça représente 30% de la population des tumeurs. Mais il y a des anticorps qui arrivent, qui vont cibler des expressions beaucoup plus faibles. Donc, on espère dans les années à venir pouvoir le proposer des vraies molécules plus largement aux patients. Il y a d'autres récepteurs qui sont aussi plus largement exprimés autour des tumeurs, comme PIX16 par exemple, qui est responsable de PIX25 par exemple, qu'on espère cibler avec des drogues qui sont conjuguées. Donc ça va s'élargir de plus en plus parce que c'est un domaine qui est en pleine exploration, en pleine explosion, et on va trouver de plus en plus de cibles spécifiques de tumeurs qui permettront d'avoir accès à ces Une autre question qui fait un peu le pont avec les fameuses anapates dont on a un peu parlé tout à l'heure avec le professeur Louis. Finalement, il y a des grandes recherches en fait de mutations ou de types de récepteurs. Est-ce que vous pouvez nous redire, quand on a un cancer de l'ovaire, en fait, on peut nous parler de recherche de mutations BRCA ou HRD.
quand on a un cancer de l'endomètre, vous nous avez dit combien cette caractéristique MSI voulait dire que peut-être on serait, en tout cas, on pourrait bénéficier de certaines immunothérapie avec efficacité. Est-ce que vous pouvez nous redire un petit peu, voilà, ce que les patients doivent connaître comme grand nom de ces fameux tests qui sont importants et qui sont certainement importants aussi pour accéder à certains essais thérapeutiques? Alors, effectivement, la biologie moléculaire, c'est également progressé considérablement la prise en charge et nos décisions thérapeutiques. Et en RCP, on voit bien maintenant qu'on prend des décisions quand même très ciblées sur les profils moléculaires. Donc, au départ, dans le cancer de l'air, par exemple, le chirurgien, souvent, on commence par une celluloscopie parce que c'est souvent une maladie avancée. Et le chirurgien, c'est plusieurs prélèvements, justement un pour avoir un diagnostic, mais également pour qu'on puisse caractériser sur le plan moléculaire les tumeurs, même, on parle surtout au grade. On va chercher, la première chose qu'on va rechercher, c'est l'établissement de mutation du BRCA, effectivement, 1 ou 2. D'abord parce que ça a un impact personnel, s'il y a une mutation familiale, c'est important de savoir ce qu'on peut faire la prévention. Deuxièmement, parce qu'il y a un impact thérapeutique, comme vous l'avez vu, les inhibiteurs de PARP, ils sont très efficaces sur la mutation du cancer, donc ça va nous permettre de choisir des thérapeutiques, en particulier de maintenance. Et puis, plus largement, effectivement, maintenant, ce qu'on appelle le phénotype HRD, le statut HRD, donc c'est est-ce que la tumeur est déficiente pour la recombinaison homologue, c'est-à-dire pour la réparation des anomalies de Grain, c'est à peu près 50% des tumeurs, ou est-ce qu'elle est proficiente, et là, elle n'a pas trop elle répare bien la recombinaison des mutations de Grain, et là, les inhibiteurs de PARP, en tout cas en première intention, sont beaucoup moins efficaces. Donc, on choisira plus, par exemple, de la bassin plutôt qu'un inhibiteur de PARP dans certaines situations. Donc, ça nous aide quand même dans la prise en charge pour ce qui concerne le cancer de l'ovaire. Pour l'endomètre, il y a deux choses maintenant qui sont importantes. C'est des caractéristiques moléculaires qui sont pronostiques, comme la mutation P53. Ça nous aide surtout sur la prise en charge adjuvante, c'est souvent des tumeurs limitées, donc pour lequel on fait une chirurgie et on se pose la question de faire un traitement qui va réduire le risque de récidive. Donc ça, l'existence d'une mutation P53 va être très importante. Et puis, maintenant, effectivement, il y a l'expression des récepteurs aux hormones, qui est important dans la prise en charge et dans le pronostic, et qui est très facile à faire, c'est comme une simple, c'est très facile. Et puis, il y a effectivement la recherche de déficit de certaines protéines de la réparation complète, donc hémipeptide ou MMR. Et là, on définit effectivement dès le départ au diagnostic. Ça nous aidera également, là surtout, pour voir s'il y a une nutrition familiale aussi, et puis en cas de récidive pour la prise. Et peut-être que dans 10 ans, ça nous aidera aussi à la prise en charge adjuvante, c'est-à-dire initiale. D'ailleurs, il y a des essais qui commencent qui sont on calque le traitement post-opératoire sur l'existence de récepteurs hormonaux, d'utilisation de poids ou d'un gène de la partie. Donc, c'est probablement le futur, même dès le départ. Pour le cancer du col, il y a beaucoup moins de marqueurs moléculaires intéressants. Très bien. Merci beaucoup pour ces réponses. Alors, le temps file et donc on veut aussi donner la parole à Armelle qui va nous apporter son témoignage de patiente et notamment par rapport à ce que vous avez décrit sur l'importance de la recherche clinique, sa complexité. Dans la vraie vie, on peut être une vraie patiente qui rentre dans un essai. Donc, on va passer la parole à Armelle qui va nous décrire un peu son parcours et tout ce qu'elle fait aussi en ce moment parce que pour rappel, c'est Septembre Turquoise et donc il y a vraiment besoin aussi de beaucoup plus informer les femmes. On voit il y a tous ces messages clés que vous avez apportés, Dr Gouy, sur la chirurgie. Je vous remets d'ailleurs un replay d'une webconférence qu'on a faite au printemps avec le professeur Greenberg sur les questions de fertilité. Je pense de refaire quelque chose avec lui plus spécifiquement en gynéco, ça serait vraiment formidable parce qu'il y a besoin d'apporter cet espoir
aux jeunes patientes et surtout les bonnes questions à se poser au bon moment pour pouvoir, pour certaines, ça peut pas forcément être pour toutes, mais pour certaines, préserver cet espoir-là. Donc Ahmed, bonsoir, bienvenue. Bonsoir à tous. Et on t'entend très bien, donc c'est parfait. Voilà, donc ce soir on était intéressés pour que tu nous dises un petit peu, voilà, toi ton parcours et l'accès à cet essai thérapeutique dans lequel tu es actuellement. Bonsoir à tous. J'ai été diagnostiquée en janvier 2021 d'un cancer des ovaires. J'ai suivi ensuite une intervention. Je suis suivie au centre François Baclès de Caen. Après cette intervention, j'ai eu un premier protocole de chimiothérapie. J'ai été résistante à ce premier protocole. J'ai eu un deuxième protocole de chimiothérapie auquel j'ai été également résistante. Et en février 2023, on m'a proposé d'entrer en essai clinique. Je reconnais que j'étais un petit peu au bout de mon chemin. J'avais peur. J'étais pas certaine de le faire. Et le clinicien que j'ai rencontré a eu les bons mots au bon moment. J'ai démarré mes essais cliniques en mars 2023. C'est astreignant. Je vais tous les lundis au centre Baclès de Caen. J'ai eu la chance de pouvoir accéder à ces essais cliniques. Au jour d'aujourd'hui, je ne vais pas vous dire que c'est très facile tous les jours, mais au jour d'aujourd'hui, j'ai eu 2 scanners. Le premier scanner a révélé que ma maladie était stable. Le deuxième scanner que j'ai eu au mois de juillet, ma maladie a régressé de moins 71%. J'ai eu un scanner la semaine dernière et ma maladie, au jour d'aujourd'hui, est stable. Donc, les essais cliniques, j'ai eu la chance de pouvoir y accéder. Je cochais toutes les cases. C'est, comme je vous le dis, très compliqué. C'est toutes les semaines. Je vais à Baclès toutes les semaines. Je n'ai pas trop d'effets secondaires. J'ai quelques plaques, des démangeaisons, mais les effets secondaires, ça va. Il y a une grande fatigue, mais j'arrive à gérer. J'ai de la chance, je suis très bien entourée. Et comme disait Laure, je me suis lancée dans un projet. Septembre turquoise, j'organise sur la station de Bagnoles de l'Orne pendant 3 jours l'événement Septembre turquoise. Je fais une marche. Là, au jour d'aujourd'hui, écoutez, je suis bien. Si les personnes peuvent accéder aux essais cliniques, je leur conseille de le faire. Même si c'est compliqué, comme je le disais, je suis là, je suis bien et j'aime la vie et je veux continuer à vivre. Voilà, si je peux vous apporter quelques conseils, quelque chose, posez-moi des questions et je serai prête à vous répondre. Merci. Donc, on va regarder pour les questions. Donc, déjà, on vous a mis dans le chat si vous êtes dans la région Normandie, donc ce beau projet de marche. Et ce qui est formidable, c'est que Armelle, donc tu as associé notre réseau et puis ton équipe Bien de sûr. soins de nombreuses personnes de la région. Et il y aura des marches pour les petits, les moyens et les plus sportifs. Voilà. Alors donc, surtout, je te coupe la parole, Laure. Les personnes qui m'entendent font partie, je pense, de ton réseau. Et le 25 février, j'étais au bout de mon chemin. J'ai tapé cancer en gynécologie et je suis tombée sur ce réseau. Et au jour d'aujourd'hui, vous m'avez beaucoup aidé et c'est pour ça que j'essaie de vous apporter quelque chose. Merci. Voilà. Pour celles qui connaisseraient pas, voilà, mon réseau Cancer Gynéco, c'est donc notre réseau social privé qui vous permet donc quel que soit le lieu de vie, quel que soit le lieu de soins, d'échanger, de retrouver toutes les associations, celles qui sont spécialisées en gynéco comme Imagine, celles qui font des soins de support, celles comme voilà pour les séjours thérapeutiques, etc. Et ça permet d'échanger et de retrouver aussi des informations sur les essais thérapeutiques, d'échanger sur les questions qu'on se pose. On se pose beaucoup de questions. Oui. Moi, une chose peut-être qu'on peut reposer au docteur Potier. On ne peut pas rentrer dans un essai clinique à tout moment. Donc en fait, c'est important de savoir que ça existe, mais finalement, on va proposer un essai clinique quand on échappe à un traitement. Donc c'est vrai que c'est pas facile comme période. On est quand même stressé. C'est compliqué.
Voilà, et donc du coup, c'est important de savoir qu'il faut être un peu, savoir que c'est dans ces moments difficiles qu'éventuellement on va vous poser la question. Est-ce que dans votre centre, ou est-ce que vous avez des conseils pour retrouver en fait, docteur Potier, docteur Guy, en fait. Alors d'abord, il faut savoir qu'on ne rentre pas forcément dans un essai clinique parce qu'on récite. On peut très bien entrer dans un essai clinique d'emblée. Il y a quand même, heureusement, des grands essais qui posent la question d'un meilleur traitement initial. Donc, votre clinicien, votre chirurgien peut proposer, dès le départ, un essai thérapeutique. Il y a des essais thérapeutiques dans différentes phases de la maladie, initiale, en essai clinique, il y a plusieurs types d'essais. Alors, effectivement, il n'y a pas toujours des essais ouverts dans toutes les indications, ça bouge, il y a un nombre de patients dans chaque essai, ça se termine, il y en a d'autres qui ouvrent. Alors, on a un réseau français qui s'appelle le Gynéco, qui est le groupe français d'études des cancers gynécologiques, qui a un essai, où les essais sont répartis, on essaie de les répartir de façon à peu près équitable pour la France entière, et on peut parfois adresser nos patientes à un collègue qui est pas trop loin, qui a accès à un essai thérapeutique que l'on n'a pas dans notre centre, ou alors dans une application qu'on n'a pas dans notre centre. Donc ça peut se faire. Il faut interroger en fait son psychologue sur les possibilités d'essais thérapeutiques dans l'indication. S'il ne le fait pas en général dans les centres, il vous propose, ils ont des essais thérapeutiques qui correspondent à votre situation. Donc on peut participer, mais on peut poser des questions, bien évidemment, et d'aller sur les réseaux de chaque centre programme. Alors il y a le réseau Femnet qui est en train de se mettre en place, où on va essayer justement aussi d'informer, d'avoir une plateforme d'information sur les essais thérapeutiques online, c'est-à-dire d'avoir une information sur les essais ouverts dans quel centre. Et vous avez le groupe Arcagie qui est la plateforme du gynéco, où également vous avez les essais qui sont ouverts dans les indications. Donc il y a plusieurs moyens de se renseigner, mais le réseau Femnet va essayer d'organiser un petit peu mieux l'accès aux essais. Merci beaucoup pour ces informations. J'ai remis aussi quelques liens où on retrouve ces différents sites de référence Arcagie, etc. Et donc on vous a mis également les liens du réseau de la marche d'Armel à Bagnoles-de-l'Orne le week-end prochain. Merci. Et on lance aussi avec nos deux réseaux, Sein et Gynéco, une marche qu'on a appelée la marche des Èves, une marche de sensibilisation pour les cancers féminins, pour qu'en fait on soit tout informé en tant que jeune femme, femme de tous les âges, de ces différents cancers, des signes d'alerte, des dépistages. On a parlé de la vaccination tout à l'heure, donc c'est vrai qu'enfin il y a une grande mobilisation en France pour vacciner les jeunes filles et les jeunes garçons. Il persiste à y avoir pas mal de questions. Est-ce que pour les autres, ceux qui n'ont pas été vaccinés, est-ce que ça vaut la peine d'être revaccinés? Pour les patientes qui sont touchées par des cancers du col de l'utérus et qui n'ont pas été vaccinées, est-ce que c'est utile? Donc ces questions-là, par exemple, on les adressera au professeur Badoil qui vient donc faire une prochaine webconférence dans quelques jours avec Oriane et moi, donc le 26 septembre. Donc vous retrouverez ces différents événements sur notre réseau et sur les réseaux sociaux que nous vous invitons à suivre. Et puis bien sûr, on retrouvera les replays de nos différentes rencontres idem sur nos réseaux privés et réseaux sociaux. Voilà, je crois qu'il est temps de vous souhaiter une bonne soirée, de vous remercier très sincèrement pour vos interventions. Désolée pour les petits contretemps de son et puis de technique liées au fait que Oriane est en voyage inopiné, on va dire. Et voilà, donc merci à vous, merci Armel pour ton témoignage. On vous donne rendez-vous pour toutes ces marches pour soutenir les patientes et informer les femmes. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir.
C'est pas grave, c'est pas grave. Merci à vous.